Bonsoir. Aujourd'hui, la ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Michèle Delaunay, est descendue en Essonne, à Courcouronnes, afin de poser la première pierre de la seconde maison de retraite publique à 60 € par jour, promise par le Conseil général. À ce prix-là, ces EHPAD seront les moins chers de toute l'Île-de-France. On voit ça avec Audrey Coll et Coralie Lopez. Ils étaient tous présents pour poser cette première pierre, la première pierre de la deuxième maison de retraite publique du Conseil général. Après celle de Morangis qui ouvrira dans quelques semaines, c'est au tour de Courcouronnes de se doter d'un EHPAD à 60 € par jour. On a créé de la solidarité départementale pour que les personnes âgées qui seront dans ces établissements ne soient pas, étranglées, comme malheureusement c'est trop le cas dans certains établissements où on a des prix qui sont à 2500, 2800, 3000 € par mois. Là, on fait des maisons de retraite aussi accessibles que possible, en cœur de ville, qui présentent les mêmes garanties de services, de personnel, de qualité architecturale. On ne fait pas des maisons de retraite low cost, on fait un vrai service public départemental. Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des personnes âgées, était présente pour cet événement. Cette initiative du département est tout à fait exceptionnelle selon elle et son ministère a d'ailleurs participé avec des aides publiques à rendre ce projet réalisable. Je dis que dans tous les territoires, le défi de l'âge et du vieillissement de la population est si important. Vous le savez, c'est une authentique révolution. Nous sommes contraints de trouver des solutions qui n'existaient pas auparavant. Avec ce nouveau service public départemental, le Conseil général souhaite créer un réseau d'EHPAD accessible financièrement, sans pour autant d'augmentation de dépenses pour les Essonniens, grâce à des mutualisations et des regroupements de services. Des membres du gouvernement qui se succèdent dans le département. Une ministre à l'Institut des hautes études scientifiques, c'était hier soir à Bures-sur-Yvette, Geneviève Fioraso était venue pour défendre la recherche française et évidemment féliciter deux des lauréats des prix Poincaré et Chaud, de nombreuses personnalités locales dans l'amphithéâtre comme Maxime Lemaine a pu le constater. Le cadre de ce travail, c'est ce qu'on appelle l'analyse haute fréquence. Autrement dit, on va essayer d'obtenir des informations sur ces modes de vibration à haute fréquence. Petit cours de physique hier soir pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. L'occasion de réaffirmer son soutien à la recherche à la française, dont le rythme doit selon elle être respecté. Les chercheurs ne doivent pas travailler en permanence sous la pression des budgets, certaines étapes sont incompressibles. On oublie toujours de rendre hommage à la recherche fondamentale qui est à l'origine des innovations de rupture les plus importantes, y compris pour notre industrie ou pour l'évolution de notre société, pour le progrès de notre société. Selon la ministre, la recherche ne peut se mener que grâce à l'interdisciplinarité. Fini par exemple les barrières entre les mathématiques et la physique, les chercheurs doivent travailler de concert pour obtenir des résultats. Autre combat réaffirmé hier soir, l'obtention de visas pour les 40% de doctorants étrangers et la féminisation de la recherche. Il n'y a pas suffisamment de femmes, alors même que les jeunes filles titulaires de baccalauréat scientifique ont des notes qui sont meilleures en moyenne que celles des garçons. Simplement, il y a un problème culturel qui font qu'elles n'ont pas suffisamment confiance dans leurs propres compétences et dans leur capacité de réussir des études scientifiques. Au cours de la soirée, la ministre a félicité deux des lauréats des prix Chaud et Poincaré 2012, les mathématiciens Maxime Kontsevich et Nalini Anantraman. Geneviève Fioraso expliquait hier en substance qu'il faut davantage mettre en avant les réussites françaises et moins tenir compte du classement de Shanghai, qui n'avait pour objectif que de mettre à la traîne les universités européennes. Tout autre chose à présent, depuis quasi 3 semaines, la déchetterie de Morangis est fermée. Cela fait suite à l'occupation d'une dizaine de caravanes de gens du voyage, occupation illégale. Conséquence, l'accès à la déchetterie est devenu une décharge à ciel ouvert. Du matériel de bureau, des éléments de literie et toutes sortes de choses s'accumulent. C'est inacceptable, s'insurge le maire de Morangis, qui ne comprend pas la raison pour laquelle le CIRDOM, qui gère le site, ne fait pas le nécessaire pour permettre aux camions du syndicat intercommunal de faire leur travail, et les riverains se plaignent également. La décision du CIRDOM me déplaît énormément. Pourquoi? Parce que l'accès là-bas n'est pas impossible, n'est pas dangereux, contrairement à ce que prétend monsieur le président du CIRDOM, que je n'aimerais pas mais que tout le monde connaît. Donc je dirais qu'en tant qu'habitant de Morangis très concerné par cette situation, je vais simplifier, je déplore énormément cette décision. Voilà, images et témoignages recueillis par Hubert Martin et Thomas Cassard. La restauration
est le premier gisement de biodéchets en France. Les biodéchets, ce sont tous les déchets organiques, comme les épluchures ou les restes de repas. Ainsi donc, pour réduire le volume total des poubelles, on vient de les trier et de les recycler à part. Un arrêté datant d'il y a 2-3 ans, 2011 exactement, impose aux collectivités d'évoluer vers une valorisation de ces déchets. L'école polytechnique, située sur le plateau de Saclay, est précurseur en la matière. Le site vient de s'équiper d'un tout nouveau système qui permet d'envoyer tous ces biodéchets vers l'unité de méthanisation d'étampes. On voit ça avec plus de précision, signé Aurélie Colombel. Dans cette cantine, chaque jour, 3000 repas sont servis. Entre la production des plats et les restes dans les assiettes, les déchets alimentaires se comptent en tonnes à la fin de l'année. Depuis quelque temps à Polytechnique, les élèves sont invités à faire le tri. Papier, canettes, plastique sont enlevés des plateaux. Ensuite, le personnel de cantine retire les couverts et glisse dans ses sacs les restes alimentaires. Inutile de vider la poubelle, tout est aspiré, broyé pour arriver dans une cuve. Un système qui va permettre à l'école de faire des économies. Les économies qui vont être générées, ce sont essentiellement des coûts salariaux et des coûts d'énergie, eau, électricité, et puis se rajoute aussi le coût des traitements des déchets. La machine a permis à Polytechnique de réduire sa masse salariale de 3 à 4 personnes et de redéployer son personnel en salle. Parallèlement, l'hygiène s'est vue renforcée puisque les biodéchets circulent dans des tuyaux étanches et évitent le déplacement des poubelles. Quant au stockage, il est grandement amélioré. Les éboueurs passaient 2 à 3 fois par semaine. Avec ce système, ils vident la cuve une fois par mois. Tout est ensuite transporté vers l'unité de méthanisation d'étampes. La méthanisation a l'avantage d'avoir une double valorisation de ces biodéchets, à la fois énergétique et matière. Donc on produit avec une tonne de déchets 350 kWh de production électrique quand on est sur de la cogénération, par exemple, ce qui est le cas du site qui traite ces biodéchets, et un résidu qui est donc ce qu'on appelle le digestat, qui permet d'être épandu, un épandage agronomique qui permet de fertiliser les terres agricoles. Le système de traitement aura tout de même coûté la modique somme de 650 000 €. L'école devrait l'amortir dans les 5 ans. Si tout le monde parle de crise et se plaint, l'étude annuelle de l'Observatoire de la jeunesse solidaire démontre que le pessimisme ambiant touche beaucoup moins les jeunes, les 15-24 ans. 34% d'entre eux estiment que diplôme ou pas de diplôme d'études supérieures, il y a les mêmes chances de réussir. Des jeunes qui se montrent durs sur la société, dont ils n'attendent pas grand-chose, raison pour laquelle ils se montrent volontaires. Une équipe est allée recueillir quelques avis sur la question. Parce que je vais bientôt acheter une maison, donc voilà. C'est nous qui décidons de notre avenir, donc oui, je suis optimiste. Ouais. Pour quelle raison? Pour tout ce qui se passe déjà en Europe, qui va arriver chez nous. Je crois en la vie, j'aimerais avancer, je crois en la France, donc je reste optimiste, tout à fait. Pas forcément. Conjoncture économique, on voit que c'est dur. Voilà. Suis-je optimiste? Oui, je suis d'un naturel optimiste et en ce moment, je suis sur la bonne pente. J'ai l'impression que l'avenir nous dira ce qui se passera, mais je m'attends à des belles choses quand même. Oh, moi, je suis d'un caractère optimiste de toute façon, mais je dois quand même reconnaître qu'il y a de quoi s'inquiéter. Quelle raison? Parce que je suis pas pour le gouvernement actuel. Voilà. Sinon, tout va bien. Ah, personnellement, tout va bien. Oui, nous sommes deux petits vieux très heureux. Voilà. Non, du tout. Pour quelle raison? Pour toutes raisons, pour économique, pour toutes les raisons. Non, je suis pas du tout optimiste du tout. Bah oui, quand même. Pour quelle raison? Parce qu'il le faut. Sinon, de toute façon, on n'avance pas. C'est l'optimisme qui fait avancer, non?